La défense énarche peut être perçue comme un objet très singulier, issu d'une culture hors sol et qui serait juste en adéquation avec un axe et sans doute assez étrangère à ses proximités immédiates. Mais cette histoire de l'axe, c'est 400 ans d'un même élan, d'une même quête ou d'une même conquête, que ce soit par les pouvoirs royaux, impériaux ou républicains, de dire qu'on va toujours plus à l'ouest dans une composition classique qui semblait absolument essentielle. Cette composition, elle est passée au fur et à mesure du temps d'un pouvoir à l'autre, c'est-à-dire que maintenant on est dans une histoire réellement économique où les grandes entreprises, entre autres financières, se retrouvent là, où la grande puissance financière française et dans tous les secteurs de l'économie se trouve sur cet axe porté par les transports, porté par l'histoire, puis par les transports, autour de Paris, Neuilly, la Défense Sénarche. Au-delà de cette histoire classique, il est important de resituer la Défense Sénarche dans ses multiples appartenances. Alors, en premier lieu, peut-être la région ou peut-être le Grand Paris, peu importe le nom qu'on donne. C'est-à-dire, la Défense peut être considérée comme ce qu'on appelle la selle de réunion de la région, quoi. Mais c'est aussi un acteur majeur dans tout ce qui va se passer au niveau du transport, c'est-à-dire dans la rocade automatique, en même temps dans la prolongation de Éole qui va mettre en relation l'Est à l'Ouest en doublant la ligne A, c'est-à-dire la relation avec Marne-la-Vallée, Saint-Lazare et puis le Mantois. C'est aussi une réflexion importante par rapport au TGV, c'est-à-dire c'est le lieu d'implantation de ces nouvelles gares TGV qui vont s'essaimer autour de Paris pour fabriquer un autre réseau. Et puis en même temps, les nouveaux modes de transport montrent effectivement, en relation aussi avec les grandes idées du Grand Paris, la possibilité de l'extension vers l'ouest de la Défense, que la Défense soit un peu une tête de pont presque de ce grand ensemble territorial qui va très loin, mais qui prend déjà appui sur le Mantois, qui est un bassin d'emploi, un bassin d'activité important, et puis plus loin pour aller vers Rouen, Le Havre, Antoine Grandpac en parle très bien. Dans ces grandes composantes territoriales, il y a aussi ce qu'on appelle l'arc nord, c'est-à-dire la mise en relation d'éléments économiques extrêmement puissants, mis en lien par les nouveaux modes de transport. C'est-à-dire qu'il s'agit de la relation entre la Défense Sénarche avec Gennevilliers, qui est le deuxième port fluvial européen, avec Le Bourget, qui est le premier pôle d'affaires et bientôt une très grande gare, et puis encore plus loin Roissy, dont on connaît la puissance. Donc on a là d'autres vecteurs économiques, d'autres systèmes de mise en relation qui montrent la puissance de la Défense Sénarche au cœur d'un système économique. C'est aussi bien sûr une histoire singulière par rapport aux activités, c'est-à-dire savoir comment la Défense, qui a toujours été perçue comme capteur de toutes les puissances, des forces, des emplois, peut être réellement redistributive. C'est-à-dire comment dans une relation plus en intelligence avec la région, la Défense peut capter des emplois et ensuite redistribuer sur l'ensemble du territoire, à l'ouest, à l'est, au sud, pour dire que les activités ne sont pas exactement les mêmes. Donc la Défense est capable de se battre à l'échelle internationale et ensuite de jouer avec toute l'équipe de l'Île-de-France. Il y a de multiples autres appartenances qui marquent ce territoire de la Défense Sénarche, entre autres celle d'un club un peu informel qui serait ces villes qui flirtent avec le ciel. C'est-à-dire, c'est une compétition informelle, tout est informel là-dedans, mais de dire qu'il y a des lieux où on continue d'avoir cette croyance dans le fait de monter, d'avoir des tours très belles, d'avoir une adresse lisible au niveau de la planète. Donc la Défense appartient à ce système. Alors, ce qu'on appelle le métaterritoire, c'est une logique un peu floue d'appartenance, mais qui marque ou qui marche à partir de l'axe, à partir des transports, des notions très puissantes économiques. C'est-à-dire 75% de l'économie financière française se trouve là, et c'est tout un système en réseau qui marche plutôt pas mal au quotidien, qui met en relation les très grandes entreprises installées à la Défense avec les avocats qui sont entre Neuilly et le 16e, et puis d'autres vecteurs ou d'autres secteurs qui sont entre l'Opéra, le Triangle d'Or, etc. Et donc c'est un système qui a pris son essor de manière très visible, très lisible, au fur et à mesure du temps, à travers son propre système, donc se jouant des limites administratives. Donc on a une sorte de ville floue, mais qui est assez magique dans son fonctionnement quotidien.
On a 4 séquences marquées par 5 passages de la Seine. Il y a la première séquence, la plus à l'est, qui est la ville classique extraordinaire, la ville classique que l'on connaît à travers l'axe historique. Et là, finalement, du Louvre jusqu'au pont de Neuilly, c'est l'axe classique dans toute sa quintessence. Ensuite, à chaque fois, ce sont des séquences de 5-6 km. Ensuite, on a la Défense. Alors, la Défense historique. Ces territoires ont été comment dire, des lieux un peu extraordinaires par rapport à la possibilité d'être héroïque par rapport à la construction, par rapport au réseau. Ça montrait un certain enthousiasme par rapport à la possibilité d'être moderne à travers ces grands éléments de construction. Donc c'est pour ça qu'on a ces tours, mais aussi on a les autoroutes visibles, les autoroutes qui s'expriment à cet endroit-là, les trains qui sortent, la lisibilité du réseau comme ville un peu extraordinaire, comme sur une bande dessinée finalement. Ensuite, plus loin, on a Montesson avec ses salades, c'est assez connu, donc on a cette agriculture urbaine qui est là, juste de l'autre côté, c'est-à-dire entre les deux, il y a une Seine, la Seine est un peu sauvage, il y a un côté Loire presque là-dedans, avec des berges pas du tout circulées, on a une île au milieu assez étrange où on ne peut pas accéder. Donc on a Montesson avec ses salades, et plus loin encore, on franchit encore la Seine, et on a la forêt de Saint-Germain. La forêt de Saint-Germain, comme un fond de décor, il y aurait des elfes et des choses un peu étranges qui se passent, mais c'est une espèce de raccourci territorial, comme si on avait une sorte de présentation de la France comme ça, passant de la ville historique à la ville moderne, à la campagne et puis à la forêt. Donc je ne connais pas d'autres endroits dans la région, même ailleurs, où il y a cette espèce de scénographie consciente ou inconsciente, peu importe comment ça s'est fabriqué, mais une chose aussi lisible. Cette séquence particulière au moment de la Défense Seine-Arche est un moment important qui a sa propre identité. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut banaliser, qu'il faut corriger, qu'il faut raconter différemment. Il faut assumer, comme on assume la forêt, comme on assume Paris, il faut assumer cette modernité visible. La Défense Seine-Arche est marquée historiquement par cet héroïsme moderne dont j'ai parlé tout à l'heure, de dire que c'était un endroit d'enthousiasme par rapport à une modernité très assumée, et que cette modernité-là, c'est avant tout basé sur l'innovation, et qu'il ne faudrait pas perdre cet élan. Donc il est important que dans cette séquence-là, voilà, il continue d'y avoir cet enthousiasme. Et cet héroïsme moderne, par ailleurs, quand on voit cette quête peut paraître futile de temps en temps, de dire ces tours, elles peuvent être toujours plus hautes, plus belles, etc. C'est effectivement un allant visible, c'est-à-dire quand on voit Paris-Neuilly, et puis même la plupart de la banlieue et de la première couronne, en tout cas, c'est assez figé quand même, c'est assez figé, assez minéralisé. Il y a plein de choses qui se passent, mais à l'intérieur des murs. Et ici, on a cette possibilité de croire à une forme, de dire qu'il y a encore un rêve, un espoir à travers une tour qui puisse se modifier facilement. Et justement, c'est la structure même de la Défense qui correspond à des grandes entreprises qui sont opérateurs uniques souvent par rapport à une tour, de dire je vais la modifier, je vais la faire plus grande, plus belle, je vais encore me montrer mieux. Et de cette histoire-là, il ne faudrait pas la perdre, parce qu'elle raconte un enthousiasme qui n'est peut-être pas si vain que ça. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut continuer dans cet héroïsme moderne dont on parlait tout à l'heure, qui est le marqueur de ce territoire, de la Défense Seine-Arche, et en même temps d'être plus en relation avec les communes qui la composent. Donc ce balancement entre les deux, ou bien ce rapport entre le très, très global et finalement le très local, qui serait d'étudier, de regarder comment se passe la relation actuellement entre les villes qui sont là, où la Défense, qui composent la Défense, et puis ce territoire un peu étranger. Donc il y a pour l'instant une relation très ambiguë qui est faite d'une certaine fascination, en même temps d'une répulsion par rapport à cet objet trop encombrant, trop haut, qui fabrique de l'ombre, et puis qui fabrique des réseaux assez étranges, etc. En même temps qui est plein de services. Donc finalement, dans ces villes qui sont là tout autour, il y a la possibilité d'un centre-ville qui n'est pas encore admis actuellement en tant que tel, mais c'est un centre-ville potentiel, de passer d'un centre-ville en creux à un centre-ville réel. Quand on voit le territoire de la Défense Seine-Arche, il y a beaucoup plus de choses qu'il n'y paraît. C'est-à-dire on voit finalement de manière extrêmement visible les salariés qui sont là dans leur tour, mais en fait sur les 5-6 km qui vont de la Seine à la Seine, il se passe beaucoup de choses
beaucoup d'autres choses. Et entre autres, il y a 40 000 étudiants qui sont là peut-être un peu pris dans leur campus, presque clos dans leur campus, mais en même temps, il y a des parcs, il y a beaucoup de gens qui habitent, il y a du commerce, plein de micro-événements qui sont là, beaucoup d'activités qu'il faut conserver. Donc, l'idée, c'est de savoir comment une ville, une sorte de foisonnement peut exister entre toutes ces populations qui se rencontrent assez peu. Donc, comment une ville peut se faire à travers le croisement vivre ensemble à la Défense Sénarches. Une particularité de ce site de la Défense Sénarches, c'est d'être pris dans un système d'évolution lié à des grands cycles économiques, bien sûr, c'est-à-dire la macroéconomie qui marque les impulsions d'extension de la défense ou d'expansion de la défense, et puis en même temps d'être pris dans un système de relance d'investissement grâce à des investissements lourds. C'est-à-dire on a de manière cyclique comme ça des choses qui arrivent avec une forte puissance d'usage, de visualisation, d'attraction, même d'attractivité, ce qui permet à chaque fois de relancer la machine. Et donc ceci existe depuis toujours à la Défense. Et en fait, ce système de déclencheurs que sont ces investissements, de grands déclencheurs urbains, ça amène une politique d'aménagement et ensuite une politique d'investissement à toutes les échelles. Dans ce système de grands déclencheurs urbains, il y a beaucoup de choses qui s'installent dans les temps à venir. Dans le temps présent, il y a le T2 qui sera fini en 2012, le chantier est presque terminé, et qui permettra de mettre en relation... le T2 existe déjà depuis ici les Moulineaux, au port de Versailles même, jusqu'à la Défense, et là ça va se prolonger à travers les territoires du Nord comme ça, jusqu'au pont de Besançon, donc en relation proche et directe avec les territoires de proximité. Ensuite, la gare Pôle Université, qui a été construite à l'époque comme une gare temporaire, qui va être remise à niveau, et donc c'est à mettre aussi en relation avec le principe des terrasses, donc avoir un espace majeur et une gare en correspondance directe avec ce lieu très particulier. Plus tard, il y a l'Arena 92 qui va être installée en 2014. Cette Arena, c'est aussi l'occasion de dire qu'il y a des activités nouvelles qui viennent s'installer tout à proximité de la défense historique, et de dire que là, on va pouvoir avoir des spectacles, de l'animation, et de dire qu'autour de ça, de nouvelles créations, de nouvelles installations peuvent proposer d'autres activités. Parallèlement, les tours Hermitage vont montrer d'autres possibilités d'habiter là à la Défense, d'autres manières d'avoir un logement extraordinaire là, et de dire en même temps c'est la possibilité de retrouver un rapport à la Seine qui n'existe pas très bien jusqu'à maintenant. En 2018, le tramway T1, qui est le tramway historique du nord de Paris, qui vient de Bobigny, de Saint-Denis, sera prolongé. Donc c'est la possibilité de travailler les réseaux, puisqu'il s'installera sur la couverture de l'A86, et puis ensuite il piquera vers le sud. Donc là encore la possibilité d'avoir un fort impact sur les relations banlieue-banlieue de petite proximité. Plus tard, ou presque en même temps, c'est la possibilité de dire qu'il y a des dérivations de la part de ce tramway qui permettront de relier Rueil jusqu'à la porte de Champéret en traversant entre autres les Groux et en allant jusqu'à la gare de la Folie, en passant par la gare de la Folie. Et puis, le système EOL pour 2020 va pouvoir s'installer, inventer de nouvelles gares, autant sur Sénarches que sur la gare de la Folie, donc de nouveaux quartiers installés autour de ces gares, et de dire que là c'est encore toute une nouvelle donne de relation avec le grand territoire de l'Île-de-France, du Mantois jusqu'à Marne-la-Vallée, en relation avec la Défense, donc déchargeant notablement la ligne numéro A et la ligne numéro 1. Dans ces investissements lourds, bien sûr, il ne faut pas oublier la rocade du Grand Paris qui va encore plus mettre en évidence le rapport de banlieue à banlieue et de liaison rapide avec l'ensemble du territoire de l'Île-de-France. Un des déclencheurs les plus importants, c'est celui des petits investissements. C'est à savoir comment une attention au quotidien des gens, à leur manière de sortir du bureau, d'arriver au travail, d'exister de manière différente sur ce territoire peut se faire.
C'est des histoires très simples de cafés, de restaurants, de journaux, ou bien plus tard de boîtes de nuit, de choses événementielles qui sont en train de se mettre en place, mais sur lesquelles il faudrait insister beaucoup. C'est-à-dire, comme dit Jane Jacob, c'est-à-dire que quand ça devient un peu ennuyant, on s'en va, quoi. Donc regardez tout ce qui peut fabriquer une vie un peu plus ludique, un peu plus de loisirs. C'est-à-dire, on voit souvent dans des quartiers d'affaires à l'étranger que les gens restent après pour boire de la bière de manière un peu folle même, après un stress important. Mais là, ça ne peut pas se faire. Savoir comment, effectivement, on peut sortir de ces enclos que sont les tours, que sont les commerces, etc. Et puis avoir une vie différente. C'est-à-dire qu'il y ait une offre beaucoup plus large à toutes les échelles des activités. Pour fabriquer cette nouvelle vie à la Défense, il y a une mixité qui manque sans doute, c'est la mixité des échelles. C'est-à-dire que la Défense est spécialisée, c'est aussi son charme, dans le très gros. C'est-à-dire autant commerce, tours, transport, etc. Tout est là quand même dans le très important. Et sans doute serait-il souhaitable, autant du point de vue efficacité économique que du point de vue de la vie quotidienne, d'inventer ce rapport d'échelle où d'autres personnes peuvent s'installer. D'autres personnes peuvent s'installer pour travailler, même des gens qui ont une petite start-up ou qui travaillent un peu différemment, mais aussi une manière d'habiter différente, une manière de faire du commerce différent, une manière de faire des bars, des bistrots, des restaurants, d'être dans un autre facteur d'échelle que celui que l'on connaît actuellement. Ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille à plusieurs pour essayer de comprendre, d'analyser, de proposer des projets sur ce territoire de la Défense-Sénarche. Charles Debasse et moi, nous avons travaillé beaucoup sur cette économie nouvelle qu'on appelle l'économie présentielle, qui a été mise au point, autorisée par Laurent Davzy. Peut-être que Charles peut en parler. La Défense, on se rend compte finalement qu'en tant que système urbain, système construit, était le reflet d'un citoyen des années 60, c'est-à-dire qu'avec ses modes de consommation particuliers, ces modes de circulation, de déplacement fondés sur la voiture, une répartition du rôle au sein du couple qui était aussi celle des années 60. Et finalement, la Défense a incarné de manière un peu très caricaturale ce citoyen modèle qui a petit à petit évolué. Et aujourd'hui, les modes de consommation, les modes de vie évoluent extrêmement rapidement. Et on se rend compte que finalement la Défense est assez imperméable ou du moins assez peu souple par rapport à cette réinvention constante qu'il faudrait que la ville opère pour répondre à ces évolutions des modes d'usage et des modes de vie. Donc c'est un défi qui est posé à l'urbanisme qui est assez compliqué puisque finalement les temps de la ville, les temps de la construction, les temps de l'aménagement ne sont pas du tout ceux des usages qui se réinventent continuellement. Donc toute notre réflexion et tout notre intérêt, celui qu'on aimerait en tout cas développer dans le projet, c'est comment une intelligence opérationnelle se fait, comment est-ce que dans ces bâtiments, dans ces murs qu'on va voir émerger, comment cette souplesse de l'usage peut se réinventer. Et comment aujourd'hui on répond notamment à une offre qui est de plus en plus nécessaire, une offre de proximité qui renaît, qui n'est pas délocalisable, c'est-à-dire une offre de service à la personne, pour les jeunes, pour les familles, pour les personnes âgées, des services aux entreprises aussi, de la petite logistique, du support informatique et autres, qui sont tout un réservoir d'emplois très important que Laurent Davzy a appelé l'économie présentielle, et qui sont de la petite activité, du tissu économique de très petite échelle et de très grande proximité. Donc c'est tout un enjeu qui nous semble fondamental dans le projet de la Défense-Sénarche. Le lieu naturel pour ces activités qui semblerait en tout cas assez efficace, c'est finalement aujourd'hui un grand oublié de la Défense-Sénarche, c'est-à-dire les rez-de-chaussée. Alors les rez-de-chaussée, c'est quelque chose qui peut paraître extrêmement évident pour tout urbain, pour tout badaud. On a envie d'y voir de la vie. Et aujourd'hui, néanmoins, le mode de construction, les logiques d'aménagement font qu'on a beaucoup de difficultés à faire émerger des rez-de-chaussée intéressants, actifs, vivants, qui dialoguent avec l'espace public. Il nous semble que là-dessus, notamment, la Défense-Sénarche pourrait être un territoire extrêmement innovant. Réinventer finalement ce qui paraît une évidence, c'est-à-dire des rez-de-chaussée qui accueillent du petit commerce, de la petite activité, tous ces services dont on parlait, et qui viendraient trouver dans les rez-de-chaussée un espace un peu particulier, presque un espace d'utilité publique, avec des loyers moins chers, qui nécessite un engagement de
de la puissance publique assez franc, et que ces rez-de-chaussée aujourd'hui abandonnés et souvent aveugles, qu'on peut voir au pied des tours ou au pied des immeubles d'habitation, deviennent des nouveaux espaces justement de services, des espaces qui servent finalement les nouveaux usagers de ce territoire, qu'ils soient habitants ou employés. C'est aussi vrai pour le transport, où l'accent a été mis très fortement sur les transports lourds dans le rapport au très grand territoire et a laissé sans doute un peu de côté le rapport au territoire proche. C'est-à-dire il y a une infiltration dans les proximités qui ne marche pas bien. Donc on se rend compte finalement que quand on vient à la Défense, on vient en transport en commun quand on vient de loin, et la voiture qui est assez présente est surtout utilisée pour les distances courtes. Et on voit effectivement les difficultés d'aller d'un côté à l'autre de la Défense quand on n'a pas de voiture. Donc je crois que l'accent doit être mis de manière assez évidente, efficace, sur un réseau de transport complet qui puisse permettre de faire les liens entre toutes les communes qui sont autour de la Défense et passant de manière très efficace autour des grandes gares. Parce que c'est un territoire quand même qui a potentiellement 3 grandes gares d'échelle métropolitaine, mais savoir comment ce ne soit pas juste des gares qui sont là avec rien, mais comment elles sont parfaitement connectées à des systèmes qui soient très en relation, autant par les espaces publics que par ce qui roulera dessus ou ce qui sera dessus d'une quelconque manière, mais en relation avec l'ensemble du territoire de proximité. La Défense répondant plus à la métropole qu'à son territoire direct, dialoguant plus avec les territoires lointains qu'avec le territoire tout proche, il nous semble qu'il y a un enjeu qui est fondamental, c'est celui des liens nord-sud, des grands axes qui existent, qui préexistaient d'ailleurs à la Défense, que sont l'axe Joliot-Curie, Arago, l'axe de l'avenue de Verdun, l'axe du président Wilson, et différents axes aussi comme les bords de Seine finalement qui ont été petit à petit un peu niés par l'histoire de cette urbanisation. Donc il nous semble qu'il y a un travail assez simple peut-être de redécouverte de ces axes, qui soit une redécouverte à la fois sur le confort de traversée, des aménagements sont nécessaires parfois à la marge simplement pour rendre la traversée plus simple pour le piéton et le lien avec les centres-villes autour plus simple. Donc il y a un travail aussi sur l'animation de ces axes et de faire qu'on a envie d'aller à la Défense parce qu'on traverse des espaces qui sont animés et des espaces qui sont vivants. C'est de dire aussi que pour l'ensemble du territoire parisien, la Défense devient un lieu un peu exceptionnel. C'est-à-dire on y va parce qu'on est comme un touriste en allant à la Défense pour passer une soirée extraordinaire au sommet d'une tour dans une vision d'ailleurs, quoi. C'est-à-dire que c'est cette possibilité-là qu'il faut mettre en avant. C'est de mettre en relation les potentiels de ce terrorisme moderne qui peut être mis en équation avec un tourisme quotidien des Parisiens. La Défense Seine-Arche vit sans doute un moment passionnant pour initier son avenir, c'est-à-dire une sorte de grand écart, de continuer de jouer dans cet héroïsme moderne l'idée de cette vision planétaire, de continuer cette modernité assumée, parfaitement lisible, de ces tours qui flirtent avec le ciel, de ces réseaux modernes, de cette manière d'habiter très particulière, etc. Et en même temps, d'être capable de recevoir des territoires proches, toute la vie, toutes les demandes, toutes les possibilités de consommer, de vivre au quotidien, à toutes les heures de la nuit et du jour différemment. De dire que là, on est dans un possible entre une vie très locale qui soit réinvestie, que l'on renforce très puissamment, et puis en même temps dans cette compétence globale d'aller parler à la très grande échelle, de continuer de parler à la très grande échelle.
Posé il y a 2 ans, ce filet n'a pas encore fait, fort heureusement, une pêche miraculeuse. Placé au sommet de la paroi sud de la Grande Arche, à 112 mètres de haut, ce dispositif est là pour éviter une éventuelle chute de plaques de marbre. Au total, sur les 2,5 hectares de surface du bâtiment, seules 3 rangées de plaques présentent des déformations. Dans cette réalisation, on essuie donc en quelque sorte les marbres. Ce matériau, qui recouvre la carcasse de béton de la Grande Arche, a été choisi en Italie par l'architecte pour sa couleur blanche immaculée, mais il n'est pas forcément des plus résistants. On découvre un sinistre partiel, très localisé, qui doit faire environ 1/1000 ou 1/5000 de l'ensemble, qui est dû à l'utilisation très nouvelle, très innovante du marbre en parement peu épais sur un immeuble qui est très élevé en altitude, soumis au froid, au soleil et au gel. Dès 1994, une procédure de sinistre dans le cadre de la garantie décennale a été engagée. L'expertise a donc, on l'a vu, déterminé l'origine du mal dont souffre la Grande Arche. Reste maintenant à guérir, mais aussi à prévenir pour que la maladie ne s'étende pas à toute la paroi. Ben, je pense que dans un délai, maximal de 12 mois, on saura quel traitement appliquer sur les dalles en partie haute pour les remplacer et quel traitement préventif sera à faire ou ne pas faire sur le restant des dalles. Et qui va payer ? La dommage ouvrage, l'assurance dommage ouvrage. Il n'y a donc pas péril en la Grande Arche, victime quelque peu du modernisme, on en viendrait presque à regretter une autre époque.